Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette visio-rétex de l'Agora des DSI CIO, cette dernière de l'année 2020, année marquée par de nombreuses péripéties. Et c'est pour ça qu'on va prendre, on a tourné ça un petit peu à la rigolade et on reçoit aujourd'hui le Père Noël. Voilà, on reçoit... Bonjour Papa Noël. Bonjour tous mes amis, merci d'être venus à cette grande soirée de Noël. Vous me connaissez tous depuis très longtemps. Je vous connais depuis que vous êtes enfants. Mais ce soir, je vais vous révéler un secret que je n'ai révélé à personne. Il y a deux Pères Noël, mais ce deuxième Père Noël est dans l'ombre. Personne ne le connaît. C'est le Hyper Noël. Moi, je me déplace à la vitesse de la lumière. Lui, il se déplace à la vitesse d'Internet. Ce Hyper Noël, c'est Fnac Darty. Et je vais laisser mon petit lutin assistant vous présenter le Hyper Noël qui nous fait le plaisir d'être venu avec moi. Bonne soirée à tous. Oh, 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 oh. Merci Père Noël, et je rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, buvez avec modération. Et donc effectivement, on reçoit aujourd'hui le groupe Fnac Darty sur le thème « Comment le premier Hyper Noël français », puisqu'après on va pouvoir donner les chiffres, assure la performance et la sécurité de son service face à son pic d'activité. DSI, RSSI un duo gagnant, puisqu'aujourd'hui on reçoit à la fois l'Agora des DSI et l'Agora des RSSI. Et pour en parler, on reçoit donc Jean Laborde, DSI adjoint du groupe Fnac Darty. Bonjour Jean. Bonsoir. Et on reçoit également Jean-Luc Cerdan, directeur cybersécurité du groupe Fnac Darty. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bienvenue. Alors Jean Laborde, vous êtes diplômé de l'École des Mines. Vous commencez en tant que consultant pour le groupe Carrefour, puis vous menez un parcours pendant 7 ans chez Accenture en tant que consultant, puis ensuite en tant que manager retail. En 2011, vous intégrez le groupe Fnac, où vous passerez par la direction des approvisionnements et de la supply chain. Et en 2017, vous devenez Chief Operating Officer sur le territoire belge. Et puis en 2018, donc vous devenez CIO adjoint du groupe Fnac Darty. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Bienvenue Jean. Jean-Luc, vous intégrez pour votre part le groupe Darty, donc de l'autre côté, en 2002. D'abord en tant qu'ingénieur système, puis vous occuperez de nombreuses fonctions avant de devenir le directeur de la gouvernance en 2013, puis directeur de la production en 2016, fonction que vous continuez d'occuper d'ailleurs après la fusion entre les deux marques. Et enfin, en mars 2019, vous devenez directeur de la cybersécurité pour le groupe Fnac Darty, poste que vous occupez donc toujours à ce jour. Tout à fait, voilà. Absolument. Pour vous donner le programme de cet événement digital, nous aurons donc 30 minutes d'interview avec Jean-Luc et Jean. Et puis, au bout de 30 minutes, vous pourrez poser vos questions, soit via le chat, que vous pouvez donc taper vos questions pendant qu'on mène l'interview, et vous pourrez les poser directement. Et puis, à 18h45, vous partirez dans les rooms virtuels. Et grande nouvelle, Microsoft, et on les remercie au passage, a sorti les rooms virtuels. Et donc, vous n'aurez rien à faire, c'est-à-dire que nous, en régie, nous nous occuperons de vous envoyer dans ces salles virtuelles que vous avez l'habitude de regagner d'habitude manuellement. On le disait, Fnac Darty est le premier e-commerce en français, puisque selon les chiffres de la FEVAD pour l'année 2019, vous comptabilisez 13 115 000 clients en ligne, donc 27% du marché en volumétrie de clients, devant Cdiscount, qui comptabilise 8 835 000, et puis VP, qui comptabilise 6 616 000 et qui représente 13,2% du marché. Vous avez eu un mois de décembre assez dynamique, on va dire, entre les Black Friday et les commandes de Noël. Donc merci déjà de vous être rendu disponible. Le pic de saisonnalité qui est marqué par l'opération des Black Friday et par les achats de Noël est encore plus puissant cette année, puisqu'on se rend fatalement moins en boutique. Est-ce que déjà, avant de démarrer, vous avez constaté un effet Covid sur les commandes en ligne? Oui, tout à fait. L'effet Covid, on l'a déjà constaté lors du premier confinement, où on avait eu à ce moment-là une accélération très significative des commandes en ligne. Combien de pourcents en Au moment augmentation? de la fermeture des magasins, on avait triplé en gros le chiffre d'affaires réalisé sur Internet en mois comparables. À partir du mois de mai-juin et la réouverture des magasins, on a malgré tout continué à voir cette accélération du digital, avec une dynamique retrouvée sur le Mortar, mais également des consommateurs qui ont basculé encore un peu plus que les années précédentes sur le online.
Et donc là, on a abordé la haute saison, le mois de novembre et décembre qui sont clés pour le groupe, avec des tendances et des accélérations très fortes sur une baseline qui était déjà très importante. Donc c'est un challenge assez important pour nous d'assurer une qualité de service, tout en continuer à maintenant délivrer, la exactement. Quelles sont les grandes tendances? On a vu le Père Noël qui était là il y a 2 minutes. Quelles sont les grandes tendances pour Noël 2020? Alors les grandes tendances qu'on constate avec le confinement, les gens sont rééquipés fortement sur de l'informatique, Oui. de la télévision, mais on est aussi sur une année assez importante pour les amateurs de jeux vidéo avec 2 nouvelles consoles qui ont été annoncées, qui sont sorties depuis l'automne, donc la nouvelle PlayStation 5 et la nouvelle Xbox. Et donc ça, c'est 2 produits phares de Noël qui sont malheureusement assez rupturistes. Vous ne pouvez pas avoir un accès privilégié pour les membres de l'Agora DSI et RSSI? Non, pour les enfants, non? Même pour les enfants, non, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et c'est voilà, des produits qui ont également entraîné des stress des plateformes très très forts. À chaque moment où il y avait des consoles, en particulier la PlayStation qui était en vente, on voyait des activités sur les sites. Fnac, Darty ou les concurrents vraiment exceptionnels. En préparant l'interview, même vous avez eu un moment de... Ouais, nous aussi, on a eu effectivement un blackout lié au trafic au moment où on a mis en vente des PlayStation 5. Alors, ce pic annuel, il revient donc fatalement chaque année. Chaque année. La question, c'est quand est-ce que vous le préparez? Combien de mois avant? Et comment vous le préparez à la fois sur l'aspect purement IT, mais aussi sur l'aspect cyber? Alors en gros, c'est vrai que c'est une campagne qui se prépare assez longtemps en avance. On fait souvent en janvier un peu un bilan de notre pic période pour garder en mémoire tout ce qui s'est passé et poser un petit peu à froid nos éléments d'amélioration pour l'année qui vienne. Et puis on relance les chantiers vraiment au mois de juillet. D'accord. Et à partir de juillet, août, septembre, jusqu'à novembre, on réalise un certain nombre d'améliorations, d'optimisations, de construction de nouvelles infrastructures, redimensionnement des éléments du réseau. Voilà, on regarde un petit peu toutes les chaînes, toutes les briques. On réalise aussi quand même beaucoup de changements et on a des nouveautés, des nouvelles features qui sont développées pendant tout le premier semestre. Et donc il faut qu'on tienne compte aussi de ces nouveautés qui viennent modifier notre écosystème pour se préparer au mieux au pic de charge. Donc c'est des stress tests, voilà, beaucoup d'opérations. Et donc même dans cette période de forte activité, en amont, vous faites également très attention à l'expérience utilisateur, que vous retravaillez d'année en année, c'est ce que vous me disiez en préparant notre interview? Oui, alors la centricité client, on sait que c'est un sujet clé pour nous. On a des challengers qui sont extrêmement performants et qui font monter la barre toujours plus haut. Donc nous, on se doit aussi de se réinventer avec un modèle qui n'est pas pure player mais qui est omnicanal. Donc on doit assurer des parcours qui sont les plus fluides entre les sites internet, les magasins. On sait qu'il y a énormément de choses à faire encore sur le service après-vente. Mais on est dans une dynamique où depuis 1 an et demi, on a transformé aussi nos organisations au sein de la DSI pour avoir plus d'agilité. Donc on a des feature teams qui sont capables de livrer des modules sur nos sites de manière assez indépendante. Oui, chaque brique du site en fait est un projet que vous développez avec des équipes dédiées. Exactement. D'accord. Ouais. Okay. Autour des sites internet, on a une quinzaine d'équipes qui développent des features pour développer les parcours. Jean-Luc, en préparant l'interview, on parlait de l'aspect legacy, qui a une place très importante. Alors déjà, je veux bien que vous nous reprécisiez quelle est la place du legacy dans votre activité, et votre activité en ligne, bien sûr. Et puis, comment vous adaptez votre legacy, comment vous travaillez d'année en année pour vous adapter au contexte? Le legacy est une pierre angulaire du système du SI, du système informatique, et chaque vente traverse les legacy, que ce soit chez Fnac et chez Darty. En permanence, on réajuste les réglages des legacy et on augmente ou on baisse les puissances en fonction de l'activité. Et en termes de cybersécurité, évidemment, on s'assure que tous les accès
au legacy sont les bons, pas trop ou pas assez. Ainsi on règle notre legacy. On a parlé également de l'IT qui vient au cœur des boutiques avec le click and collect, qui a été beaucoup utilisé bien sûr ces derniers mois. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que vos partenaires et prestataires livreurs n'ont pas forcément ce niveau de scalabilité que vous avez dans l'IT. Comment vous travaillez avec eux et comment vous intégrez l'IT au sein des entreprises, au sein du physique? Alors, c'est vrai que comme on est un groupe, on a l'avantage de pouvoir faire de la livraison à domicile, un peu comme un pure player, mais également de faire de la remise de colis aux consommateurs par nos magasins. C'est un canal de livraison qui nous permet de déborder également quand les capacités de livraison à domicile sont un petit peu saturées. Et ça, on l'a vu très fortement lors du premier confinement. Il y avait des problématiques au niveau de La Poste, au niveau de Chronopost, qui n'étaient plus capables de livrer tous les volumes et toutes les quantités de colis qu'on fabriquait. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on utilise mieux, quand nos magasins sont ouverts, ces capacités. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, en incitant nos clients à venir retirer des colis en magasin, avec des promotions, par exemple, en leur donnant 2, 4, 5 euros pour aller retirer un colis en magasin. Parce que ramener les gens, c'est plus venir efficace, ça permet aussi de créer du trafic dans les magasins et que ça permet aussi d'optimiser toutes les capacités de la logistique du dernier kilomètre. En toute transparence, Jean, est-ce que quand on a eu le premier confinement, est-ce que vous étiez prêt à avoir un tel afflux? J'imagine que oui, puisque vous avez l'habitude de vivre les périodes de Noël. Comment vous l'avez vécu au sein de vos équipes IT? Alors ça a été quand même un choc parce que l'annonce a été assez rapide et donc il a fallu réagir très vite. On a eu 2 chocs. Un choc sur toutes les équipes du siège. Il a fallu mettre en télétravail de manière très très rapide. En quelques jours, en gros, on a basculé 2000 personnes qui avaient une journée de télétravail par semaine maximum pour 30% des effectifs. On a dit maintenant on ferme le siège, donc tout le monde doit être capable de travailler à la maison avec les bons VPN, avec des postes mobiles, alors que les gens avaient des fixes, etc. Donc ça a été un défi numéro 1. Et puis le défi numéro 2, c'était plus sur le business. Quand on ferme nos magasins, avant le Covid, les magasins, c'était 80% du chiffre d'affaires. Quand on ferme cette porte-là, forcément, l'activité est très lourdement impactée. Donc il a fallu qu'on mette tout le poids du corps sur le e-commerce pour le faire monter, le faire accélérer. Et donc on l'a fait accélérer à x2, x3 par rapport à son rythme habituel, en faisant énormément de petites évolutions en mode commando. Et donc là, voilà, il y a eu des cellules qui sont montées, très très intégrées entre des gens opérationnels de la logistique, des gens du commerce et des équipes IT, où voilà, on était en pilotage très court, matin, soir, en sprint, du COMEX jusqu'au développement à peu près. Jean-Luc, si vous deviez donner un mapping au DSI, au RSSI qui nous écoutent, des risques cyber auxquels vous êtes confrontés? Aujourd'hui, très clairement, les risques, les difficultés qu'on rencontre, c'est toutes les attaques DDoS. J'ai les chiffres sous les yeux. On se parle de 5 millions d'attaques. Sur le mois de novembre, on se parle de 5 millions d'attaques sur Darty. Et on se parle de 275 millions d'attaques sur Fnac. Et les problèmes qu'on rencontre également, c'est tout ce qui est tentative d'intrusion de code malicieux. Et là, avec une hausse pendant le Covid, vous avez constaté une hausse? On a constaté une hausse pendant le Covid sur Darty. On a constaté une hausse sur Darty puisque, alors sur les attaques DDoS, on est monté à 85 millions de tentatives d'attaques DDoS. Fnac est resté relativement stable. Et concernant les attaques applicatives, non, on n'a pas eu de hausse pendant le Covid. Par contre, sur le mois de novembre, on est passé de 2,5 millions d'attaques sur Darty à 30 millions d'attaques sur Darty, sur les injections de code, pardon, excusez-moi. Quant à Fnac, c'est resté relativement stable et on est plutôt à 75 millions de tentatives d'injection de code. C'est stable, c'est agréable. C'est votre quotidien. C'est voilà. Ça, c'est notre quotidien. Voilà. D'accord, donc il y a ces intrusions-là. Quel autre cyber-risque? La difficulté et pour lequel on est passif, c'est... on subit en tout cas, c'est tout ce qui est phishing des clients.
Et vous me disiez que c'était finalement ce qu'il y a de pire pour vous, hein, le phishing. Parce que c'est l'image de marque, c'est l'image de l'enseigne qui est touchée. Et là, encore une fois, on prend quand même des initiatives. C'est d'abord, on informe nos clients, on envoie des campagnes de mails régulières à nos clients sur les risques du phishing. 18 millions de mails régulièrement. Donc, voilà. Mais également, on a des pages sur les sites qui expliquent les risques du phishing et ce qu'il ne faut pas faire. On a mis en place des adresses mail pour que les clients puissent nous adresser les mails de phishing. Et puis également, on a toute une procédure en interne qui nous aide à faire fermer les sites. Et à titre d'exemple, en 2019, on a fait fermer 377 sites avec l'aide de notre service juridique. Et en 2020, en tout cas les chiffres à fin novembre, on a fait fermer 220 sites. Si vous deviez donner le parcours d'une fermeture d'un site extérieur, sans rentrer dans la confidentialité, quelles sont les différentes étapes? Notre service juridique, en règle générale, alors d'abord, il y a porter plainte, Ouais. ça c'est la première chose. Et puis notre service juridique prend en contact avec les hébergeurs. Et c'est à l'aide des hébergeurs qu'on fait fermer les sites, en fait. D'accord. Et puis on est en contact avec les DPO également, pour nous aider dans la démarche. Quelle est la collaboration? On va revenir sur la transversalité et puis la dualité, enfin le duel plutôt que vous avez tous les deux, et non pas la dualité. Comment vous travaillez avec votre service juridique dans cette démarche, à la fois en préventif et puis aussi une fois l'attaque passée? Nous avons mis en place une procédure où toutes les tentatives d'attaque sont loguées et disponibles auprès du service juridique. Et très régulièrement, chaque semaine, le service juridique reprend toutes ces données et prend en charge directement et prévient la police, prend en charge toutes les procédures, etc. En fait, c'est une procédure qui a été imaginée il y a quelques années avec le travail de différentes directions qui a abouti à cette procédure. Et la fuite de données, c'est aussi un sujet, puisque c'est de la donnée, vous traitez de la donnée personnelle et des millions de données, peut-être même plus que des millions. Comment vous gérez ça, la fuite de données? La fuite de données, on est très transparent vis-à-vis de la CNIL. Alors, quand il y a fuite de données, au risque de fuite de données, on prévient nos clients et on est très transparent vis-à-vis de la CNIL. Et là encore, on a une DPO dans ces cas-là qui prend la main et qui s'occupe de toutes les déclarations. Et voilà. Mais c'est un sujet qui est très important pour nous et sur lequel on est extrêmement vigilant. On met en place toutes les mesures qu'on juge nécessaires pour protéger les données de nos clients. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de tentatives d'intrusion dans les comptes des clients parce qu'il y a beaucoup d'attaques sur des sites tiers qui permettent de récupérer des logins, des passwords. Et donc, les pirates, avec ces listings de login password, essayent chez nous, sur Fnac, sur Darty, de rentrer dans le compte du client et puis de récupérer des informations additionnelles, des adresses postales, des numéros de téléphone et compagnie. Voilà. Et donc, les quelques fois où on constate qu'on a des comptes de clients qui ont pu être accédés lors de campagnes de intensive scrapping, à ce moment-là, on reset le password du client, on l'informe, on a une procédure pour verrouiller ça, lui demander de resécuriser son espace personnel. Et aujourd'hui, on a des niveaux de sécurité qui sont au standard. Voilà, demain, peut-être qu'il faut encore aller plus loin vers du double facteur pour l'authentification des comptes. Ça, c'est un projet, le double facteur, effectivement. Oui, ça, on est en train d'y penser. De même qu'on a renforcé également la politique de mots de passe. On s'est aligné sur l'ANSSI. Et oui, on est en train de réfléchir potentiellement à mettre du MFA pour nos clients également. Ouais. D'accord. Jean, comment organisez-vous justement votre gouvernance avec ce duo RSSI, DSI? Comment vous maintenez votre gouvernance au quotidien? Alors au quotidien, on a des points hebdomadaires avec un tableau de bord sur les enjeux cybersécurité. Donc tous les indicateurs classiques d'attaque sur la semaine passée. Donc ça nous permet de faire un petit point de santé et de voir la situation. Ensuite, on a un point mensuel entre Jean-Luc avec un comité où Jean-Luc partage les grands chantiers en cours avec les directeurs de domaine.
D'accord, donc voilà, moi, dans chaque mon direction, Jean-Luc, vous allez présenter... Voilà, le directeur marchandise, le directeur du SI client, le directeur web, le directeur de la data en particulier. Et donc avec ces différentes personnes, on a voilà, un point mensuel où on fait le suivi des chantiers de sécurité. Et vous allez remonter l'information Ça, c'est un chantier voilà, qui permet d'aligner la politique de sécurité avec les gens qui délivrent les projets, font les évolutions sur les systèmes. Et puis il y a un deuxième axe, c'est la sécurité Jean-Luc, avec plutôt des acteurs côté métier, la direction juridique, on en a parlé, DPO, très important, on a tous les sujets de GDPR en cours, mais également une direction sécurité, gestion des risques, groupe, qui permet aussi d'avoir des relations avec les organes, la police. D'accord. Jean-Luc, en préparant l'interview, on parlait aussi de l'importance de la relation avec les directeurs sécurité-sûreté entre le RSSI, mais aussi le DSI. Est-ce que ça, là-dessus, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et après, Jean, j'aimerais bien que vous nous décriviez également vis-à-vis des autres directions, RH, juridique, financier, voilà. Mais sur la sécurité-sûreté, vous avez une relation particulière également. Au sein du groupe ou bien... Au sein du groupe, oui, absolument. Oui. On a comme le disait Jean, on a différents comités qui nous permettent de diffuser les risques cybersécurité. Et puis, ça nous permet également de transmettre par leurs canaux à eux, d'envoyer les bons messages aux différentes directions et même, pourquoi pas, au COMEX. Par rapport au COMEX, justement, comment vous les sensibilisez sur la cybersécurité? Est-ce que finalement, vous avez d'ailleurs besoin de les sensibiliser ou peut-être pas? Comment vous agissez? Alors, ils sont très attentifs et on voit qu'il y a de plus en plus de relais dans la presse, d'attaques, d'entreprises qui sont impactées. Donc forcément, ça les préoccupe. Ensuite, dans la gouvernance entre le COMEX et l'IT, on a, nous, une instance mensuelle qui est voilà, entre 1 heure et 2 heures où l'IT peut parler au COMEX et mettre sur la table un certain nombre de sujets. Souvent l'occasion de faire un zoom sur des enjeux de protection, de cybersécurité, tant de la partie assurance, par exemple, l'assurance cyber, que rajouter des outils pour nous protéger, pour mieux détecter, pour mieux bloquer les attaques. Et donc ça, c'est des sujets que Jean-Luc et moi expliquons au COMEX. Avec des points réguliers, donc Avec des points réguliers, exactement. On a quelque chose qui est prêt, qui est mûr, et sur lesquels on veut un arbitrage. On le présente dans cette instance mensuelle. Jean-Luc, en tant que RSSI, le RSSI souvent est un peu comme le directeur sécurité-sûreté, d'ailleurs qu'on a aussi, qu'on représente au sein du réseau Agora Manager. C'est un peu celui qui met les barrières, celui qui bloque. Comment on arrive à ne pas être perçu comme ça, comme celui qui bloque et qui met de la sécurité partout pour finalement peu de choses, pour certains? En fait, d'abord, on passe par beaucoup de communication. On explique ce qu'on fait, on explique pourquoi on le fait. On utilise ces fameux canaux, ces différents comités pour passer la bonne parole. Et puis surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de dire non, juste non, mais de dire cette solution-là, elle ne m'arrange pas. En revanche, toi, tu peux faire la même chose si tu prends cette solution-là qui, elle, est beaucoup plus sécurisée. En fait, on ne bloque pas. On propose des solutions. Je crois que c'est l'enjeu. Et la communication surtout. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait? Très bien. Ensuite, moi, je peux compléter aussi. Ouais. C'est que Jean-Luc et son équipe est aussi acteur de la sécurité. Ils ne font pas juste définition de la politique, les règles, vous respectez pas, et puis je contrôle. Donc, ils sont impliqués important de faire monter la cyber au COMEX. Voilà, alors, au COMEX, mais aussi ils sont impliqués dans une forme de run, de pilotage quotidien opérationnel, de ce qui se passe, de nos attaques et compagnie. Et donc ça crée, je pense, de la proximité avec les équipes prod et infrastructure, par exemple. Il y a des nouveaux sujets et des projets. Voilà, c'est une équipe qui contribue et qui n'est pas juste là en tant que gendarme ou empêcheur de tourner en rond. Ouais. Quelles sont les prochaines grandes étapes au sein du groupe Fnac Darty, alors dans l'IT et pour la cybersécurité en particulier? Comme beaucoup de groupes de notre taille, voilà, beaucoup de groupes, on est en train d'accélérer le move to cloud. Donc vers le cloud public, forcément, on développe des environnements et des infrastructures
Un participant anonyme rejoint actuellement la conférence. Sur des environnements un peu nouveaux pour nous. Donc on pense qu'on maîtrise assez bien la sécurité et les plateformes sur du on-prem, dans de l'hébergement traditionnel. Sur le cloud, c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge, il faut acquérir des nouvelles compétences, il faut développer des nouvelles pratiques, il faut monter en compétences soi-même, l'équipe cyber doit monter en compétences, et puis également être force de proposition, expliquer, développer toutes ces nouvelles pratiques auprès des développeurs qui deviennent, qui s'approprient ces nouveaux environnements. Jean-Luc, sur l'année 2021, en termes de cybersécurité, quels sont vos gros chantiers, principaux chantiers? Alors le programme cybersécurité, il est revu chaque année. D'accord. Et présenté à Jean chaque année. Là, nos sujets, c'est on est tout particulièrement, on surveille tout particulièrement les agressions autour de l'AD, puisqu'on sait que 90% des attaques c'est sur l'annuaire d'entreprise. Donc là, on est particulièrement vigilant là-dessus, et le phishing également, que ce soit externe, mais également le phishing interne. Ça sera les enjeux 2021. Très bien. Merci beaucoup. Merci Jean. Je rappelle que vous êtes DSI adjoint du groupe Fnac Darty. Merci Jean-Luc. Vous êtes directeur cybersécurité. On a encore un quart d'heure pour pouvoir discuter avec l'ensemble des participants de l'Agora DSI RSSI.